Les garçons ont les yeux qui brillent pour un jeu de dupes, voir sous les jupes des filles et la vie tout entière. Oh, j'ai les yeux qui piquent, j'ai eu une vie sociale hier soir, figurez-vous. Et c'est aussi parce que les défilés nous ont éblouis la semaine dernière au cours de cette Fashion Week. Alors oui, il y avait les habitués, on en a parlé, Exactement. vous nous avez montré toutes les nouveautés, mais il y avait aussi quelques créateurs, j'allais dire très atypiques, mais de belles signatures. Quand même. Belle signature, c'est le retour de Maurizio Galante. Lui, c'est le plus atypique des couturiers, si je puis dire, parce qu'il ne se considère pas comme un couturier. Il est à la fois, il aime la mode et en même temps, il est architecte, designer. Il décore des hôtels, il construit des maisons. Donc lui, voilà, c'est le plus atypique. La maison Azzaro, on connaît la maison Azzaro. Il y a eu je ne sais combien de directeurs artistiques dans cette maison. Et le dernier, c'est Maxime Simoins. Quand il est arrivé dans la mode, on a dit c'est le nouveau Saint-Laurent. Les journalistes étaient dithyrambiques. Il y a un gros groupe qui est venu, qui a mis de l'argent dans sa maison. Il a été directeur artistique aussi chez Léonard. Et puis voilà, la vie a fait que, de fil en aiguille, il avait un peu disparu. Il a arrêté la mode féminine. Il a lancé une marque masculine à son nom. Et là, il est chez Azzaro. Donc, moi, j'ai aimé ce qu'il a fait parce qu'il a su trouver finalement la patte Azzaro. Et puis, j'ai découvert une jeune femme d'Azerbaïdjan. Elle a 33 ans. Elle vit à Londres. Elle s'appelle Guinel. Elle a déjà présenté à Paris, mais là, c'était la première fois qu'elle faisait un défilé. Donc, je trouve que c'est bien voilà, de donner sa chance, de découvrir des jeunes talents. Parce que chaque édition. Exactement. Quoi. Regardez, j'espère que vous allez aimer ma sélection. Je dirais que revenir dans le calendrier de la Fédération française de l'haute couture, c'est très important. Surtout, c'est comme un point. C'est comme si on dit, voilà, je suis là, c'est mon métier, je travaille dans ce domaine. J'ai voulu montrer ma couture d'une façon que ce n'est pas une façon classique. C'était plutôt en statique. Aujourd'hui, on achète plutôt des expériences, de la qualité, des temps. Et la couture, ça devait représenter ça. Des vêtements qui donnent des émotions. Je ne suis pas un fashion designer, ça ne m'intéresse pas. Je suis quelqu'un qui fait des architectures souples, des objets à porter. Qu'est-ce que vous allez voir? C'est plutôt des boléros. La mode et communication, ça passe entre les mains, la bouche et les yeux. Mes vêtements, c'est des cadres pour mettre en valeur cette partie de le corps. J'ai voulu respecter l'ADN de la marque, qui est une ADN très forte, sensuelle, glamour, sexy, et mêler cette ADN très forte à la mienne. Ma touche, c'était vraiment le graphisme, la structure et aussi le sens des broderies. Ce que je voulais, c'était retrouver une couture facile à porter. L'idée de cette collection était vraiment de mélanger les matières très nobles comme la soie, les satins, les cuirs, les fourrures, avec des matières beaucoup plus techniques qui jouent justement sur les transparences ou des cuirs thermocollés sur des néoprènes qui donnent un volume très rond, qu'on arrive à se projeter à travers ces silhouettes. Et le fait de pouvoir venir sur des robes très sophistiquées, les casser avec des teddy, des bombers, je trouvais que ça apportait une dimension plus réaliste à la couture qui paraît souvent assez loin du commun des mortels. La couture est née ici et quand je réalise que les plus grands créateurs de mode ont commencé à Paris, c'est une évidence pour moi d'être ici aujourd'hui. Mon style n'est ni classique ni minimaliste, il est plutôt théâtral. J'adore l'architecture gothique et il y a toujours des références à cela, dans mes imprimés ou dans les broderies sur mes robes. Mon inspiration pour cette collection baptisée Téléportée, c'est l'histoire d'une jeune femme qui se téléporte, de livre en livre, d'univers en univers. Elle passe du passé au futur. C'était excitant de faire quelque chose autour de l'avenir. Est-ce qu'il sera utopique ou dystopique? On est allé loin sur l'aspect créatif de ce défilé.
Et superbe, on a adoré. Merci beaucoup Isabelle. Vous le faites bien, dites-moi. Ça va Marie? Ça va pas mal, et vous? Alors, en selle, à cheval? Écoutez, plus que jamais. Ouais. Donc, dans les grands espaces d'Amérique du Nord, il y a encore des cow-boys qui travaillent, j'allais dire, à la façon des Lucky Luke, mais sans les conflits qu'on a connus au 19e siècle, de ces pionniers qui volaient la terre des Indiens, il faut bien le souligner quand même. Oui. Hein? Et c'est pas simple. Et alors, on connaît leur travail et on sait qu'ils existent, on sait qu'ils sont là, et que c'est important. C'est le patrimoine assez récent de cette Amérique, des États-Unis, grâce à quelques photographes. Et voilà, grâce à un homme qui s'appelle Louis Fabini. Et lui, en fait, je pense qu'il a certainement dû être cow-boy dans une autre vie, parce qu'il en parle avec vraiment beaucoup de sincérité et, je vais dire, de profondeur. Il a eu une idée assez folle, c'est de suivre ces groupes de cow-boys, mais partout en Amérique. Il a commencé par l'Uruguay, ensuite il a fait l'Argentine, le Chili, il est passé par l'Équateur et il est allé jusqu'au Canada. Et il a vécu avec les cow-boys, il les a suivis dans des conditions pas toujours simples. Mais c'est pas une vie facile non plus, hein. Faut Non, pas c'est pas une vie facile, c'est même très compliqué. Il a pensé qu'il allait faire ça en 2 ans et finalement ça lui a pris 10 ans et son travail est absolument magnifique. Il casse, je vais dire, un petit peu le mythe dont vous parliez au début, là, ce mythe du cow-boy, mais il le montre vraiment avec beaucoup de sincérité et d'authenticité. Et je pense que, et j'en suis sûre, même vous allez être sous le charme. Regardez. Et mes premiers souvenirs, quand j'étais petit, tout petit, 2 ans, 3 ans, on passait 1 mois pendant l'année dans une estancia, un ranch en Uruguay. Et ce souvenir, l'odeur de la viande avec le feu, avec les couteaux, avec le maté, les mains des gauchos, monter à cheval la nuit et voir la sortie du soleil. Et à ce moment-là, je me suis dit, ok, je veux voir un cow-boy, un gaucho, dans la terre ou l'endroit où il vit, au Pantanal, au désert du Sertão, dans la montagne des Andes, aux Rolling Plains de Texas, etc., etc. Donc, c'était plus l'Uruguay pour moi, c'était l'Amérique. Et là, je me suis dit, ok, ça c'est un projet, pas de seulement l'Uruguay pendant 2 ans, ça va me prendre 10 ans, et ça m'a pris 10 ans. J'ai photographié dans 8 pays, dans 10 différentes régions, des cow-boys, de la Patagonie au Canada. Je vois que le caractère des hommes, en général, est marqué par l'endroit où tu habites. En réalité, en essence, il n'y a pas de différence parce qu'un homme qui se connecte avec un cheval, c'est universel. Après, tu vois des différences subtiles dues à la géographie, au climat, aux besoins que tu as pour travailler, non? Donc, tu vas voir un cheval ou des outils adaptés à l'eau, au Pantanal, ou à l'altitude des Andes, ou à la chaleur du Sertão. 50% de mes photos, je suis à cheval. Je voyageais à cheval. En Équateur, j'ai fait des voyages de 15 jours à cheval, en montagne. Tu es en train de travailler entre 3000 et 5000 mètres d'altitude avec du bétail qui est sauvage. Ils ont le plus long lasso dans le monde, 45 mètres de lasso pour l'assaut de taureaux qui sont sauvages. Mon travail comme photographe, c'est pas seulement ouvrir une fenêtre pour que des gens de la ville voient comment ces cow-boys travaillent, mais aussi d'être comme un miroir pour leur montrer à ces gens-là qui peut-être personne ne donne du temps, quelle merveilleuse vie ils ont. On a tous le même problème, les mêmes histoires, et c'est ça qui est fascinant, c'est l'humanité. C'est ce côté de l'humanité, avec toutes ces contradictions que j'adore, et qui me fait un photographe. Merci pour la balade, Marie. Pourquoi on en a parlé aujourd'hui? Parce que... Parce qu'il y a Géo, évidemment, notre partenaire. Vous pouvez retrouver l'article et encore des photos, une très belle interview, évidemment, du photographe Louis Fabini, que vous pourrez retrouver dans le Géo de ce mois-ci.
Et puis, bien sûr, il y a son livre. Si vous voulez en voir plus, justement, sur son travail, il y a un très, très bel ouvrage avec pas mal de ses photos, donc dans Cowboys of the Americas. C'est un très, très beau livre aux éditions, donc Greystone. Merci beaucoup, Marie. Le nouveau XC60 est plus qu'important, c'est notre best-seller, mais pas en France seulement, mais dans le monde entier. Il y a beaucoup de choses qu'on voulait améliorer. Ce qui nous a permis de le faire, c'est entre autres cette nouvelle plateforme, qui nous fait gagner d'ailleurs en habitabilité à l'intérieur. On gagne beaucoup d'espace à l'arrière, on perd pas de volume au niveau du coffre. L'hybride rechargeable a beaucoup d'avantages. On arrive à atteindre une véritable autonomie jusqu'à 45 km en tout électrique. Vous pouvez forcer un mode pur qui vous permet de rouler uniquement en électrique. Deuxième gros avantage, c'est que ce n'est pas une voiture 100% électrique. Lorsque vous voulez partir en vacances, par exemple, vous avez un moteur thermique classique essence qui vous permet d'avoir une véritable autonomie. C'est le système qui gère automatiquement la gestion des deux moteurs. Et surtout, l'avantage, c'est qu'on reste sous la barre des 50 grammes de CO2, on est à 49 grammes. Il y a donc un bonus écologique de 1 000 € lors de l'achat de ce véhicule. On reprend toute la palette d'équipements de sécurité qu'on avait inauguré sur la gamme 90, mais on les a encore améliorés. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez un système qui s'appelle le City Safety, qui vous permet de vous arrêter lorsque le véhicule détecte une voiture, un piéton, un cycliste ou encore les grands animaux. C'était une première mondiale qu'on avait inaugurée l'année dernière. Le véhicule ne va pas simplement s'arrêter, car s'il estime qu'il ne peut pas s'arrêter à temps, désormais, il y a une action qui peut être mise sur le volant avec une manœuvre d'évitement et vous permettre d'éviter justement le véhicule ou le piéton. Vous avez un pilote semi-automatique, c'est une aide à la conduite, donc vous pouvez vraiment donner la main au véhicule qui va suivre par exemple les lignes sur une autoroute et garder le véhicule au centre de sa voie. Il va s'adapter également à la vitesse du véhicule qui vous précède. Si jamais vous lâchez le volant, le système va vous avertir et vous allez devoir reprendre la main. Donc c'est une sécurité supplémentaire, notamment sur les longs trajets, lorsqu'il y a des risques de somnolence par exemple, mais c'est en aucun cas un pilote 100% automatique qui voudrait prendre entièrement la main sur le conducteur. Volvo a un objectif qui est quand même ambitieux, c'est qu'en 2020, il n'y ait plus de morts ou de blessés graves au volant d'une Volvo. Est-ce que c'est un axe de communication? Est-ce que c'est réaliste? C'est un engagement très fort, mais on voit la vitesse à laquelle tous ces équipements évoluent. Aujourd'hui, on voit qu'on arrive à réduire considérablement le nombre d'accidents, que ce soit en ville ou sur autoroute. La sécurité, ça a toujours été le point fort de Volvo et on continue à travailler là-dessus, en tout cas pour y arriver le plus vite possible. Trop drôle, pardon, on s'est trompé, on vous a parlé de la Volvo au lieu de la Volkswagen. C'est marrant, quand on dit Volkswagen, maintenant c'est toujours réalisé avec trucage. Ben nous, c'est juste, je parlais des moteurs, c'est juste une petite erreur. Cela dit, très intéressante cette Volvo, parce que c'est les SUV dont vous parliez. Exactement, donc visiblement il n'y a pas de place pour une berline, puisque on découvre la Volvo XC60. C'est un sujet qu'on présentera ultérieurement, on l'a vu, et l'Arteon et la Volvo XC60 sont des voitures qui ont beaucoup de technologies, des technologies différentes. Alors là, vous en avez vu certaines sur le XC60. Il y en avait d'autres sur l'Arteon. Voilà, ça veut dire qu'on assiste quand même à certaines nouveautés dans le catalogue des constructeurs. Oui. Là, depuis les derniers salons, pour l'été, on commence à parler effectivement d'une autre façon de conduire et de voir la route, quoi. Exactement. On ne peut pas parler de voiture autonome, parce que la voiture autonome, ça veut dire qu'on ne touche à rien, on ne fait rien. Mais les voitures sont semi-autonomes. C'est-à-dire que la voiture prend la main sur un certain nombre d'événements, c'est-à-dire que la voiture est capable d'éviter un obstacle, est capable, si vous vous endormez, vous ne réagissez pas, vous ne reprenez pas le volant, d'emmener la voiture sur la voie de droite en mettant le clignotant en toute sécurité. Il y a vraiment beaucoup d'assistance. Alors, l'inquiétude des uns et des autres, c'est de dire, oui, mais moi, j'aime bien conduire, je n'ai pas envie que la voiture prenne la main. Eh bien, vous pouvez d'une part déconnecter toutes ces aides, et d'autre part, il faut se dire que la voiture fait toujours les choses mieux que vous. Elle n'est pas fatiguée, elle n'est pas distraite, elle est plus vigilante, sous réserve que les technologies fonctionnent. Et en principe, elles fonctionnent de toute façon mieux
qu'un conducteur. C'est vraiment une aide pour la sécurité. Et ce qui est important, et vous l'avez souligné Anne-Christine, c'est que tous les constructeurs s'y sont mis et Exactement. nous offrent cette nouvelle génération, comme on l'a vu en vous parlant de l'une et en vous montrant l'autre, une nouvelle génération de véhicules. Mais avant, pour notre rubrique Sans frontières, direction la Belgique, où nous attend notre correspondant permanent Valérie Lerouge. Bonjour Valérie, qui va nous expliquer ce qui s'est passé ce week-end. Il y a une tradition qui a été respectée, une grande fête qu'on appelle à Bruxelles l'Omgang, c'est ça ? Oui, Ommegang, ça signifie tourner autour en vieux flamand. Ça désigne en fait une procession rituelle. Et chaque été, au mois de juillet, ici à Bruxelles, on commémore un Ommegang resté très célèbre, celui organisé en 1549 pour accueillir un invité très prestigieux, Charles de Habsbourg, alias Charles Quint, un Belge certes, mais enfin surtout empereur des Romains, roi d'Espagne. Autant vous dire que les Belges avaient mis les petits plats dans les grands à l'époque, et ça se commémore chaque année ici avec de grands moyens et de nombreux figurants. Alors ça fait un peu bizarre quand on tombe dessus par hasard. C'est ce qui m'est arrivé ici il y a 2 ans. On croise des hommes en collant avec une arbalète dans le centre de Bruxelles. On croise des femmes avec une coiffe médiévale ou un carrosse garé en double fil, car il y a de nombreux moyens comme ça. Et alors, pour raconter ce moment de l'histoire, eh bien, la Belgique avait invité cette année un monsieur histoire que les téléspectateurs de France 2 connaissent très bien. Reportage avec Sylvain Winans. La Grand Place, 5 siècles en arrière. Les chevaux arborent les couleurs du Saint-Empire romain germanique. La procession est solennelle, devant une tribune impériale plus vraie que nature, pour revivre quelques secrets d'histoire. Bienvenue à l'Ommegang. L'Ommegang célèbre l'arrivée de Charles Quint à Bruxelles en juin 1549. Il règne alors sur un empire qui va des Pays-Bas à l'Espagne et vient présenter son fils aîné Philippe, celui qui deviendra le roi Philippe II d'Espagne. Les Bruxellois veulent lui montrer alors ce qu'ils ont de plus beau, l'Ommegang, une procession très colorée et festive, désormais rejouée chaque année. L'histoire, encore une fois, c'est pas quelque chose qui est sous cloche, qu'on doit mettre seulement dans les livres. Il faut le vivre. Et surtout, c'est une histoire qui est très populaire. Moi, ce que j'aime dans cette Ommegang, c'est la rencontre du pouvoir impérial ou royal avec la fête populaire et un peu décadente que j'aime bien. Dans la tribune impériale, 200 descendants de la noblesse de l'époque. Et pour le spectacle, 1400 figurants bénévoles qui attendent ce rendez-vous annuel avec impatience. Ça va faire 14 ans que je le fais. Et je fais toujours le même rôle, donc la garde impériale de Charles Quint. Durant 2 soirées, près de 20 000 spectateurs viennent prendre leur leçon d'histoire. Ce qu'on retient, c'est vraiment l'apparence des costumes qui sont vraiment très bien faits, qui sont très intéressants à voir. Et ici, l'histoire qui est derrière tout ça. C'est très intéressant, j'ai des trucs que je ne savais pas que j'ai appris. C'est les 2 côtés historiques et festifs en même temps, et c'est l'occasion, c'est la première fois pour nous ici, donc on découvre. La Belgique entend bien faire reconnaître son Ommegang au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le dossier a été déposé au printemps. Ce serait vraiment montrer qu'un peu partout à travers la Belgique, il y a des grands moments de rassemblement populaire avec une tradition historique. Et c'est ça que l'UNESCO attend. L'Ommegang est ressuscité en 1930 et encore de beaux jours devant lui. Son principal sponsor, une brasserie, vient de signer un partenariat pour 100 ans. C'est quoi, Valérie, l'intérêt pour les Belges d'inscrire cette fête au patrimoine immatériel de l'UNESCO ? C'est un motif de fierté déjà, ça fédère les énergies aussi pour les gens qui organisent. Et puis être classé comme ça au patrimoine immatériel de l'UNESCO, c'est une sorte de label qui attire les touristes de fait. Alors il y a déjà plusieurs événements ou faits qui sont classés au patrimoine immatériel en Belgique, comme par exemple la pêche à la crevette à cheval d'Ost Dunkerque. Il y a par exemple le carnaval de Binche ou la culture de la bière, bien sûr. En France aussi, c'est peut-être là qu'il y en a le plus d'ailleurs, avec l'Espagne, une quinzaine de faits comme ça. Il y a notamment l'art de la fauconnerie, il y a les fest-noz bretons, ou encore un carnaval qui m'est cher, que je connais bien, le carnaval de Granville dans la Manche. Ok, merci Valérie, passez une bonne journée. Non mais pêcher la crevette à cheval, ça doit être encore plus difficile que de chasser le papillon en char d'assaut. Bonjour. Oh là là,
quand Patrice affiche le sourire, c'est qu'il a trouvé de quoi se réjouir dans la presse du matin et sans doute de la politique. Oui, un petit peu, à peine, vous allez voir, pour commencer. C'est-à-dire que j'ai entendu dire qu'En Marche voulait créer son propre média pour pouvoir maîtriser son message. C'est vrai qu'avec le journal officiel d'En Marche, on aurait échappé à cette une du Parisien. L'État va se serrer la ceinture. C'est effectivement l'un des moyens de limiter le déficit tout en réduisant les impôts. Sur le principe, rien de contestable. Le problème, c'est le timing. Dire qu'on va se serrer la ceinture alors qu'on s'apprête, dans le même temps, à claquer 6 milliards, c'est un peu ballot. Et oui, 6 milliards, c'est le prix des Jeux Olympiques. Et les Jeux... son pantalon non plus. Oui, les Jeux, c'est plié, c'est gagné. C'est en tout cas ce que je lis en chute d'un long papier de l'Équipe. Ce sera Paris 2024 et Los Angeles 2028. Ainsi parle, sous couvert d'anonymat, un haut responsable du CIO. Et il paraît que sur les bords du lac Léman, personne ne doute de cela. Alors, les Jeux seraient truqués. Comment ? Les Jeux seraient truqués ? Non, mais ce serait déjà décidé, ce serait déjà tout s'arrangé. Alors, confirmation dans le Figaro, Guy Drut, émérite champion olympique du 110 mètres et en 76 à Montréal, file la métaphore colorée et néanmoins prudente. Tous les feux sont à un orange qui verdit de plus en plus, dit-il, mais vigilance, pas de triomphalisme. Oui, pas de triomphalisme, c'est un travers français que d'avoir tendance à se voir trop beau. Tout sera acté le 13 septembre prochain à Lima. Alors, je vois d'ici le titre de l'Équipe, genre « On a les Jeux, c'est le Pérou hein ». Oui, voilà. Et en attendant, eh bien, il faut en passer par Lausanne, où siège le CIO et où la France passe son grand oral tout à l'heure dans la délégation des champions olympiques et un champion politique en la personne d'Emmanuel Macron, qui s'exprimera en français et en anglais. Parce que, pour tout vous dire, les Jeux... on va les avoir, mais on les veut surtout pour 2024. 2028, c'est trop loin. 2028, Macron ne sera sans doute plus président. 2024, c'est mieux, notamment pour la Seine-Saint-Denis, qui espère en retirer 4500 logements neufs. Actuellement, les terrains sont gelés dans cette optique, et on ne pourra pas les geler indéfiniment jusqu'en 2028, ou en prévision de 2028. Et c'est dans ce contexte de confiance relative que ce matin, Libération met les pieds dans le plat avec enthousiasme. Veut-on vraiment les Jeux ? Interroge le journal. Alors, poser ce genre de questions, eh bien, c'est esquisser une réponse. Et dans le genre, vous lirez sous la plume de David Carzon que, je cite, « La dictature du marketing imposée par le CEO est dégoûtante et plus sérieusement, vous vous intéresserez au sort des villes qui ont organisé les Jeux plus récemment. » Alors, pour Barcelone, ce fut le starter d'une métamorphose historique. Sans les JO de Barcelone, eh bien, Barcelone serait aujourd'hui une ville mercantile, vaguement déprimée, une sorte de Gênes en un peu plus grand, dit un journaliste local. Le fait est qu'on va plus volontiers en week-end à Barcelone qu'à Gênes, c'est peut-être idiot, mais c'est comme ça. Alors, ensuite, pour Rio et pour Londres, eh bien, le succès est moins évident. Alors, Rio, moins d'un an après les Jeux, la ville n'est plus que désolation. Vous voyez à droite la piscine olympique, et vous avez tout compris. Ah oui. Et puis l'ardoise dépasse 11 milliards d'euros. Et pour Londres, eh bien, la reconversion des infrastructures est réussie, mais ce ne sont pas les plus démunis qui en profitent. Alors le mot de la fin à un économiste, Alexandre Delègue, toujours dans Libération. Il parle donc d'un budget de 6 milliards, moins qu'à Londres, où on avait dépensé 10 milliards, mais c'est parce que les infrastructures sont déjà en place à Paris. Mais il ne faut pas se leurrer, le budget explosera pour une raison simple. Quand il y a une échéance comme celle des JO, eh bien, on ne peut pas jouer la montre avec les entreprises, elles disent toujours la même chose. Pour être dans les temps, monsieur, il va falloir payer plus. Voilà, j'espère que j'ai été dans les temps et pour le même prix. Bien sûr, d'autant qu'un homme prévenu en vaut deux. Merci beaucoup, Patrice, à tout à l'heure. On continue avec Isabelle Bouloc. Comment offrir aux passants dans la rue des moments de convivialité et de partage ? Je vous posais la question, elle aussi. Eh bien, pour cela, deux jeunes femmes designers ont imaginé des sortes de petits véhicules, non de petits véhicules écologiques qui créent du lien social partout où ils se promènent, où ils déambulent. Elles en ont fait leur spécialité et Isabelle les a rencontrées pour vous, pour nous. Depuis 9 ans, Kadi Sanogo fait la cuisine dans les rues de Saint-Denis. Mais aujourd'hui, elle inaugure cette cuisine ambulante mise à sa disposition par la ville. Je suis trop content. J'ai pas de mots, vraiment. Je suis trop content. Ce véhicule a été conçu par deux jeunes femmes diplômées des arts décoratifs qui se sont spécialisées dans la micro-architecture. Notre premier objet ambulant, on l'a imaginé pendant nos études. Avec Amandine, on avait toutes les deux envie de travailler sur la réappropriation de l'espace public. Comment générer des espaces d'interaction, de rencontres dans la ville. Nos inspirations dans la conception des objets, il doit y avoir
nos voyages, parce que les objets ambulants, avec les différents métiers ambulants, il y en a beaucoup en Asie, en Amérique du Sud. Et ça, c'est quelque chose qui nous a plu dès le départ. On a donc décidé de créer une cheminée ambulante sur triporteur électrique avec un abri et des tables qui se déploient. L'idée, c'était de surprendre les gens dans leur quotidien et de créer un espace de rencontre et de convivialité. On a dessiné aussi une cuisine sur mesure. Il y a énormément de gens qui cuisinent dans la rue à Saint-Denis et la ville s'est du coup lancée dans un projet d'équiper ces entrepreneurs. On a fait la rencontre de Caddy et on a travaillé avec elle pour répondre le mieux possible à ses besoins. J'ai tout ce qu'il me faut. Il y a les gaz, j'ai le frigo aussi dedans. Je trouve que c'est confortable, puis ça fait plus propre. C'est bien parce que dès que j'ai fini de servir quelqu'un, je peux laver la main. Avant, j'avais pas ça. Si j'ai fini service, je peux aller où je vais avec le vélo pour garer. Par rapport à avant, j'étais vraiment trop chargée. Ça me va très bien. Je suis trop contente. L'idée aussi de notre projet, c'est de travailler sur la lenteur. Comment amener dans la ville une autre dimension que la circulation des biens et des marchandises, mais amener aussi l'idée de pause, de contemplation, oui, c'est ça, de lenteur conviviale. On a dessiné un nouveau projet sur Triporteur, qui est la Bibliambule. Donc c'est une bibliothèque qui déploie 7 hamacs en fleurs autour. On essaye un maximum de travailler avec des matériaux locaux et les objets sont entièrement démontables, que ce soit pour changer une pièce ou pour recycler l'objet à la fin. On est surprise, on a même peut-être un peu dépassé par notre succès. On a beaucoup de projets en même temps, donc on est assez contente. Cet été, sur les routes de vos vacances, vous croiserez peut-être l'un de ces véhicules créés par Charlotte et Amandine. Elles en ont réalisé une quinzaine disséminés en France, des lieux de convivialité et de partage comme ici. Bonjour Bernard Accoyer. Bonjour. Nous allons naturellement parler de ce bureau politique très attendu du Parti Les Républicains, mais d'abord Emmanuel Macron a tranché les baisses d'impôts, la taxe d'habitation, la réforme de l'ISF. Ce sera donc bien pour 2018, vous devez être content, il tient ses promesses. J'observe surtout que le Premier ministre dit quelque chose et le lendemain, le Président de la République dit le contraire. Or, il y a quand même une réalité, c'est la réalité financière. Où seront les recettes pour financer les baisses d'impôts? En réalité, M. Macron continue la politique de M. Hollande. On va y venir sur les recettes parce qu'il y a quelques précisions, notamment de Gérald Darmanin dans Le Parisien ce matin. Vous êtes assez sévère à l'encontre du Premier ministre Édouard Philippe. Vous considérez que dans cette affaire, il a perdu son autorité ? Non, mais il y a deux lignes, on le voit bien. Et c'est d'ailleurs intéressant d'aller peut-être un petit peu plus loin dans ce qui s'est passé entre le Premier ministre et le Président de la République. C'est quand même étonnant que dans le discours de politique générale dont on nous avait dit qu'il était de la complémentarité parfaite du discours des présidents lors du congrès à Versailles, il y a des éléments très importants sur la politique fiscale et le lendemain, le président de la République lui-même dément catégoriquement ce qu'a dit le Premier ministre. Qu'est-ce que cela raconte? Vous en faites le constat qu'ont fait aussi les Français, mais qu'est-ce que cela raconte sur l'autorité d'Édouard Philippe, sur sa capacité à incarner une ligne politique? Édouard Philippe a été un instrument au moment des élections législatives. Il a été placé à la tête du gouvernement pour créer les conditions d'une majorité pour Emmanuel Macron. Bon, maintenant, la majorité est acquise. Édouard Philippe n'est pas un pion, si j'ose dire, essentiel pour le président de la République. Il le dément pratiquement le jour même où il s'est exprimé. Il fait de la figuration, Édouard Philippe? En tout cas, je constate ce qui s'est passé. Je n'ai pas encore tiré toutes les conclusions de cet événement, de cette séquence, de cette contradiction unique dans l'histoire de la Ve. Sur le fond, quand même, sur la baisse, la suppression même à terme de la taxe d'habitation, sur la réforme de l'ISF, ça, ce sont des mesures que vous défendez? Alors, ne mélangeons pas tout. La baisse de la fiscalité sur l'investissement, sur le patrimoine, c'est-à-dire la baisse et la suppression de l'ISF, oui, nous l'avons défendu. Par contre, la suppression de 80% des sujets assujettis à la taxe d'habitation ne sera pas remplacée. Les collectivités vont être dans une difficulté terrible. Il n'y aura plus de lien entre les citoyens et leurs communes. Donc ça, nous sommes contre.
Gérald Darmanin, ministre des Comptes publics, dévoile ce matin dans le Parisien quelques pistes d'économie, de recettes. Il parle de 4,5 milliards d'économies sur les dépenses de l'État. Dépenses de fonctionnement uniquement dans les ministères, c'est-à-dire qu'il ne mettra pas à contribution notamment les collectivités locales. Sont concernés également les ministères de la Défense, on l'a vu dans le journal, ou le ministère de l'Intérieur. Est-ce que vous regrettez que certains ministères ne soient pas sanctuarisés dans ces économies-là ? Je ferai 2 remarques. D'abord, on avait entendu que la défense, l'intérieur seraient protégés parce qu'il y a une priorité à ce que la défense nationale, nos soldats qui sont confrontés à de très nombreuses opérations aient les moyens d'agir. On sait que notre armée est en train de s'épuiser en remplissant remarquablement ses missions. Même chose pour la sécurité, le ministère de l'Intérieur. Quand on voit les véhicules de la police nationale, quand on voit les moyens qui lui sont attribués, on est choqué. Il faut bien faire des économies quelque part. Il y a là une sorte de politique de gribouille où le Premier ministre prend la mesure de la situation, le lendemain le Président dit le contraire et le ministre des Comptes publics est obligé quant à lui d'essayer de trouver des économies qui vont être extrêmement douloureuses pour les fonctionnaires de police et pour les soldats et pour nos armées. Alors est-ce que ce sera plus limpide au bureau politique des Républicains ce soir? On le verra. On rappelle que donc votre bureau politique doit statuer sur le cas des constructifs et des ministres issus de votre famille politique qui ont rejoint Emmanuel Macron. Avec cette question, les exclure ou pas? Pour commencer, est-ce que vous souhaitez qu'ils soient présents ce soir, les ministres, les députés constructifs? On a dit qu'ils étaient déjà exclus. C'est faux. Nous avons ouvert une procédure qui est une procédure de sanction parce que, comme le prévoient nos statuts, quand on agit à l'encontre de nos candidats, à l'encontre de notre projet, quand on défend les uns et puis après on change complètement de camp, il y a naturellement une procédure disciplinaire qui s'ouvre. C'est là où nous en sommes. Après, nous allons débattre ce soir des décisions qui seront à prendre. Nous n'allons pas tomber dans le double piège. Le double piège qui serait celui de tomber dans l'image, de se donner l'image de coupeur de tête sans réfléchir. Donc vous excluez l'exclusion, permettez-moi de vous le dire comme ça. Je vais y venir. Ou bien dans celui qui est tendu par Emmanuel Macron depuis le début, qui, après avoir fait exploser la gauche, et là il a réussi, voudrait faire exploser complètement la droite. Non, nous ne tomberons pas dans ce piège, nous en débattrons. Je n'exclus pas l'exclusion, ce n'est pas moi qui décide, c'est le bureau politique. Mais en tout cas, nous le ferons, et je m'efforcerai d'atteindre ce but, nous le ferons dans une sérénité, en évitant les débats passionnels et le raisonnement à courte vue. Vous regrettez qu'il ne soit pas présent ce soir? C'était la première question. Je souhaiterais qu'il puisse s'expliquer, nous expliquer, et nous aussi leur dire ce que l'on a à leur dire. Et s'ils ne sont pas présents ce soir, je voudrais que d'une façon ou d'une autre, nous puissions avoir cet échange. Bon, en gros, vous défendez l'idée d'une sanction, d'un avertissement. On va leur taper sur les doigts. Mais vous n'irez pas au-delà. Je n'anticipe pas ce qui sera décidé. À titre personnel. À titre personnel, je ne veux pas qu'on tombe dans le double piège que je viens de vous décrire. Celui de M. Macron qui veut détruire la droite et celui qui consisterait à nous caricaturer comme un vieux parti, une vieille formation qui n'aurait plus sa légitimité. La démocratie a besoin de partis politiques. La vie démocratique française a besoin d'une opposition républicaine. On ne va pas laisser le dessein de M. Macron qui voudrait qu'il n'y ait rien entre lui et l'extrême droite et l'extrême gauche. Notre devoir est d'exister politiquement. C'est aussi la mission que nous nous sommes assignés. On parlait de limpidité tout à l'heure à propos des comptes publics. Essayons de mettre de la limpidité dans la gestion des effectifs du parti Les Républicains. Vous dites pas d'exclusion, mais en même temps ne tombons pas dans le piège d'Emmanuel Macron. À quoi cela pourrait ressembler, Bernard Accoyer? À une sanction, à une mise en demeure? Quelle est la forme que cela peut prendre pour que les choses soient bien claires? Mais je ne peux pas vous dire encore avant que nous ayons fini d'en débattre, mais la démarche de sanction est ouverte. Donc il y aura, mais dans vos statuts, il y aura des décisions, il y aura des sanctions. Il y a certaines personnalités qui sont plus à la manœuvre que d'autres, en particulier à l'Assemblée nationale. Ceux qui ont décidé, je pense à M. Solaire, je pense à M. Riester, ceux qui ont décidé de créer un groupe autre que le groupe des Républicains, ceux qui ont joué à la fois sur le fait qu'ils se sont inscrits comme un groupe d'opposition et qui après appellent les voix de la majorité pour obtenir un poste de responsabilité à l'Assemblée, sont évidemment responsables de leurs actes. Donc ça veut dire qu'il pourrait y avoir des sanctions graduées, j'essaie de comprendre. Mais écoutez, tout le monde n'est pas dans la même situation. Nous ne sommes pas des brutes. Il y a à regarder l'attitude de chacun, le rôle de chacun, ce que l'intérêt général
peut obtenir de chacun en continuant à discuter avec eux. Et pendant ce temps-là, est-ce que la droite réfléchit à ce qu'elle a à dire? Oui, contrairement à ce que j'entends, à ce que je lis, nous avons inauguré les ateliers de la refondation. C'est un débat de fond qui porte sur les idées, qui porte sur la ligne, qui porte sur la forme de l'action politique, et il est extrêmement riche et il va se déployer auprès de nos militants dans nos fédérations. Très vite, un dernier mot. Nicolas Sarkozy, cité dans le Figaro, dit ce matin, le meilleur moyen de sauver ce parti-là, c'est de rester unis. Vous pensez que vous allez y arriver? Bien sûr que l'unité est la condition de la survie. Merci beaucoup, Merci. Bernard Accoyer, c'est à vous, Laurent. Bienvenue chez moi. Bienvenue chez moi. Pour partager l'ivresse. Et 8h10, c'est pas la peine de vous dépêcher, vous êtes en retard. Alors prenez encore 5 minutes, restez avec nous, d'autant qu'Yann Lavoie va vous parler de quelque chose qui vous intéresse. On va parler de votre domicile, mais d'un domicile moderne avec une nouvelle connexion. Oui, c'est-à-dire qu'avant, on parlait, vous le savez, de domotique pour la maison. Oui. Ça, c'était le mot ancien. Maintenant, on parle de maison connectée. Alors, c'est vrai que les nouvelles maisons, celles qui se construisent, même les immeubles de bureaux, sont pour la plupart du temps connectés, où les thermostats sont connectés, enfin voilà, et on fait des gains d'ailleurs en énergie. Mais nous, dans nos maisons, on a fait entrer petit à petit des objets connectés. Vous avez peut-être envie que vos volets se ferment, voilà, à distance, ou peut-être qu'en ce moment, vous allez partir en vacances et tiens, ce serait quand même pas mal que j'ai une petite caméra qui puisse surveiller mon domicile. Enfin bref, on a tous fait entrer des objets connectés dans la maison, mais on a tous une appli sur le téléphone pour gérer cet objet connecté. C'est-à-dire qu'on multiplie les applis. Et vous avez tout dit. Voilà. Et donc, effectivement, on se retrouve avec des maisons connectées à moindre prix par rapport à... avoir un seul truc, ça serait bien. Et voilà, je vous l'apporte. C'est un bouton de concierge, vous savez, comme dans les hôtels. Ah, quand on arrivait pour alerter, pour dire coucou, je suis là, il y a quelqu'un dans la maison. Exactement. Alors, vous allez voir, il est très malin, celui-ci, parce que d'abord, c'est surtout une petite box qui va arriver à prendre tous les signaux et qui va gérer tous vos objets connectés. Si vous en avez un sur votre porte d'entrée, il va voir quand est-ce que vous sortez, il va dire, tiens, là, on peut baisser les rideaux, on peut mettre la caméra en route, etc. Et c'est lui qui va gérer tous les objets connectés. Et puis, comme c'est un bouton de concierge, eh bien, il va vous servir également de concierge. Il va être capable de vous appeler votre taxi quand vous en aurez besoin, par exemple. Regardez. Concierge pilote les grandes marques de maisons connectées. On apporte l'uniformisation et la centralisation de toute cette intelligence, ce qui fait que vous n'avez qu'une seule interface et qu'un seul objet pour piloter votre logement. Une fois que vous avez acheté votre concierge, vous l'installez, vous le connectez au Wi-Fi de votre maison, vous téléchargez l'application. Et après, une fois que vous avez choisi votre service, la concierge sera dédiée à ce service-là. Concierge peut vous commander votre VTC, donc directement depuis le bouton, vous appuyez 2 fois, le concierge va passer vert une fois que la course sera validée par votre VTC. S'il clignote 3 fois, ça veut dire qu'il est à 3 minutes. Et une fois qu'il est en bas de chez vous, en bas de l'immeuble, votre VTC, le concierge va sonner, vous n'avez plus qu'à descendre. C'est donc l'objet connecté qui va vous permettre de vous déconnecter de votre smartphone. Vous n'aurez jamais à créer un scénario, à rentrer dans une configuration, dans du paramétrage. C'est toujours le concierge qui viendra à vous poser des questions et ça, il le fera depuis votre smartphone. Et vous répondez par oui ou par non, point final. Petit à petit, en fait, le concierge va apprendre de vos habitudes et de vos réponses et va devenir de plus en plus intelligent. Dès que vous partez de votre logement, la dernière personne qui sort du logement active le concierge en appuyant dessus et le concierge va de lui-même fermer la porte derrière vous, baisser le chauffage, éteindre les lumières, lancer l'aspirateur et pourquoi pas fermer les volets si vous l'avez demandé. Nous pouvons installer pour vous tout ce qui est thermostat, luminaire, etc. Et nous pouvons surtout vous garantir le bon fonctionnement de la maison. C'est-à-dire qu'on vient installer, configurer, mais également vous sécuriser, vous garantir le bon fonctionnement. C'est-à-dire si jamais il y a un objet qui est défaillant, on vient vous changer directement à domicile et vous n'avez pas à vous soucier de la bonne gestion de tous ces objets connectés. On peut vous apporter un service de conciergerie à domicile. Tout simplement, en appuyant sur le bouton, vous êtes rappelé dans moins d'une minute par un véritable concierge qui peut vous réserver votre restaurant, organiser vos vacances ou encore organiser l'anniversaire de votre épouse, tout ça simplement.
Petit retour en arrière, Yann, j'ai entendu quelque chose de très important, c'est que l'entreprise vient chez vous. Ouais. On ne soit pas à la boîte avec le mode d'emploi incompréhensible. Alors, si vous le demandez, c'est un service supplémentaire. Et par exemple, vous dites, moi, j'aimerais bien, parce que j'ai déjà mon aspirateur que vous avez vu qui est connecté, j'ai une caméra. Ils font un diagnostic Alors, oui, ils font un diagnostic. Ils vont savoir adapter le produit et surtout, ils vont vous le choisir. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez, il y a énormément de produits différents connectés. Mais bon, est-ce que celui-là est fiable ou moins fiable? Est-ce qu'il va pouvoir se connecter avec les autres? Donc, eux, ils viennent faire une petite analyse, un petit diagnostic, et ils viennent installer le produit. Vous l'installez également. Et comme il l'a dit, ils viennent aussi le remplacer si jamais la société devait péricliter. Par exemple, ils en choisiraient un autre. Vous voulez parler d'argent? Ça coûte une blinde. Alors, ce bouton, qui est en fait, vous l'avez compris, une sorte de box, 199 €. Alors après, il y a les services en plus. C'est ça, voilà. Oui, si vous avez besoin de services, on va vous ajouter. Il y a les pièces jointes. Il y a les pièces jointes. Merci Yann. Bonne journée quand même. Il y a Olivia qui est dans le coin, là, qui pote son clavier et son petit écran. Elle nous a trouvé, côté nouvelles technologies, justement, un moyen de sauver des vies. C'est ce qui s'est passé il y a quelques jours, mais je crois que c'est de l'autre côté de l'Atlantique, non? Ouais, nous sommes au Mexique, à Ciudad Juárez, ville du nord du Mexique qui a longtemps été considérée comme la ville la plus dangereuse du monde. C'était là que la guerre des cartels sévissait le plus. Et tristement célèbre pour être la ville où les femmes disparaissent. Les femmes qui sont les premières victimes de kidnapping et de meurtre. Alors pour tenter d'endiguer ces violences, chaque initiative compte. En voici une nouvelle, elle vient d'être lancée. Il s'agit d'une application. En fait, les femmes vont mettre une alarme sur leur téléphone et en cas de danger, elles n'auront qu'à secouer le téléphone et ainsi leur famille sera alertée. En tout cas, les personnes qu'elles auront mis sur l'application seront alertées et elles seront géolocalisées. Alors c'est ces ça femmes le plus en danger. important, Voilà, elles seront géolocalisées, ce qui permettra de les retrouver. Enfin, en tout cas, de connaître le périmètre dans lequel elle se trouve. L'application, elle est gratuite. Elle avait été testée dans d'autres pays depuis plusieurs années où le taux de féminicide est élevé. La particularité de cette version, c'est qu'elle court-circuite les services de police. Parce que qui dit ville corrompue dit aussi police corrompue, en tout cas une partie. Voilà, c'est depuis quelques jours, c'est lancé. Les nouvelles technologies, elles servent aussi à lutter contre la violence. En voici un très bel exemple. Merci. J'ai pas bien compris. En fait, le téléphone, dès que vous avez mis l'appli, etc., dès que le téléphone bouge comme ça, on vous géolocalise? Non, mais par exemple, quand on sort dans la rue, on n'est pas obligé de tout le temps activer l'alarme. Mais quand on sort, qu'on sait qu'on va être dans la rue, qu'éventuellement il peut y avoir un danger, on active l'alarme. Et à ce moment-là, si on secoue le téléphone... D'accord, donc n'oubliez pas, quelquefois, de désactiver cette alarme. On poursuit avec Laura Timoggi et ses bons plans. Et en parlant de bons plans, elle nous a déniché un qui n'est pas trop mal d'ailleurs. Il s'agit en fait, pour vos vacances d'été, de pouvoir partir, de pouvoir louer, alors soit en logement, soit en navigation, un bateau tout simplement. C'est quoi cette histoire? Sa réponse. Clickandboat.com est un site web qui permet de la location de bateaux, entre particuliers essentiellement, avec différentes formules. On peut rester à quai pour ceux qui n'ont pas le pied marin, ou on peut décider de partir avec un propriétaire à bord en co-navigation, ou quasiment seul si on en est capable. Pas mal celle-là. Bonjour, Aurore. Philippe, vous pouvez m'appeler capitaine. Alors, vous avez loué pour 2 nuits, c'est ça? Oui, 2 nuits sur le site. Co-naviguer, c'est décider de sortir avec un propriétaire. Ça lui permet de son côté de couvrir tout ou partie de ses charges. Et pour vous qui n'avez pas le permis ou qui n'êtes pas à l'aise sur un bateau de 10 mètres et qui souhaitez découvrir les Calanques ou une île en Bretagne, vous décidez de sortir accompagné en toute sécurité. Et ce bâtiment en face? Alors, c'est un ancien bâtiment qui a été entièrement déconstruit, reconstruit. Il existe différentes formules, donc on peut commencer de la location à partir de quelques heures. Vous décidez d'aller prendre un apéro ou de faire un coucher de soleil ou une demande en mariage. Il y a plein de choses très insolites sur le site. On peut louer un bateau jusque plusieurs semaines. Il y a même des locations de plusieurs mois. Sur le site, vous pouvez consulter le profil du propriétaire, à la fois voir sa photo, la tête qu'il a, mais également connaître ses habitudes, est-ce qu'il s'est pêché, est-ce qu'il s'est plongé. Pareil, pour le propriétaire, c'est important de savoir avec qui est-ce qu'il va partir pendant quelques jours. Donc il y a vraiment cette vision croisée. Et tout ça est étoffé et embelli par des évaluations laissées par les parties après chaque location. Le locataire laisse un avis, le propriétaire fait la même chose. Et ça donne énormément d'informations à la communauté. Du coup, on part sur une petite balade sur la Seine? Allez, parfait, ça part. Parfait. Regarde en plus. Du coup, on part plutôt sur un semi-rigide. Je pense que ça sera plus. Je suis complètement d'accord. D'accord, vous allez répondre, il est bien disponible. Parfait.
Pour co-naviguer une journée, donc avec le propriétaire à bord et découvrir sa région, il faut compter quelques dizaines d'euros par personne. Cela inclut bien entendu le bateau, le propriétaire et bien souvent le pique-nique et l'apéro qui va avec. Ça va et vous? Ça va. Enchanté, Xavier. Bon, vous êtes prêts? Ouais, prêt. Super. Bon, bah c'est parti pour une petite balade alors. C'est la première sur la scène? Ouais. Et on clipse. Et c'est bon. Notre principale différence, c'est la taille de la flotte qu'on propose. On a plus de 10 000 bateaux qui sont disponibles à la location. On peut naviguer en co-navigation dans plus de 22 pays. Il y a différentes formules qui sont proposées. Maintenant, il y a des destinations qui sont plus ou moins à la mode. Et pour l'été 2017, un gros succès vers la Corse, vers la Bretagne, donc des régions en France. Et en termes de pays à l'étranger, beaucoup en Espagne, en Croatie, en Italie. Voilà. Bon, Fabien, arrive enfin ce que j'attendais depuis longtemps, quelques conseils de lecture, parce qu'il ne faut pas remplir son sac de maillots et de serviettes quand on part en vacances. Il ne faut pas oublier les bonnes lectures, parce que c'est ce qui vous manque dans les moments de farniente, en fait. Vous avez tout compris, Laurent, exactement. C'est vrai que le choix du maillot de bain, en général, l'été, c'est complexe, mais le choix du bouquin ou des bouquins, peut-être un peu plus pour les filles, mais parce que souvent, le choix du maillot, quand même, c'est un peu... Non, mais c'est vrai, c'est la vérité. Voilà. Ah non, ne branchez pas Isabelle sur le choix du maillot. Mais il ne faut pas non plus se rater sur le choix des bouquins. Non, mais c'est vrai, il ne faut pas se rater sur le choix des bouquins. Il y a des catégories. C'est un moment de... Vous l'attendez avec impatience, ce moment où vous allez être en tête-à-tête avec un bouquin, si vous avez la chance de partir en vacances, un transat, c'est du bonheur en perspective. Mais parfois, on se plante. Un bouquin, c'est dans les 20 €. Si vous vous plantez d'abord, vous dites « j'ai perdu de l'argent et je me suis ennuyé ». Là, ce matin, grâce à notre libraire de la semaine, c'est Stanislas Rigaud, libraire à Paris, dans le 16e, formidable libraire. C'est-à-dire qu'il vous parle d'un bouquin comme d'un pâtissier, d'un bon gâteau. C'est-à-dire qu'avec beaucoup de bonheur et avec beaucoup de gourmandise. Ce matin, donc, dans notre besace de l'aventure, j'aurai quelques morts, j'aurai un petit adultère, je vais avoir du suspense, des rebondissements. Mais il y a tout. Mais il y a tout, c'est la vie, mon bon Laurent, c'est la vie. Et on va commencer par ce formidable bouquin édité chez 10-18, Dans les eaux du Grand Nord, de Ian McGuire, c'est un Anglais. On a eu un peu chaud ces derniers jours. Eh bien, exactement. On est dans la même veine que Moby Dick. Regardez ce que vous en dites. Stanislas, aventure. Regardez. Nous sommes en Angleterre, au 19e siècle, où nous découvrons le Volunteer. Volunteer est un baleinier qui s'apprête à partir pour une grande saison de pêche. À son bord, un équipage de rudes gaillards. Un homme détonne, Monsieur Sumner. Monsieur Sumner est chirurgien. Il semblerait qu'il ait eu des problèmes dans l'armée des Indes, on ne sait pas trop. Mais bon, il est prêt à oublier son passé en allant à la pêche avec cette équipe. Très rapidement, les choses vont dégénérer. Heureusement pour le lecteur, malheureusement pour l'équipage. C'est le grand roman d'aventure de vos vacances. Pourquoi? Parce que 1, on plonge, sans jeu de mots, dès la première page dans ce livre. 2, il se passe 1000 choses. Et ces 1000 choses vous emmènent dans des directions totalement inattendues, jusque dans les dernières pages. Et troisièmement, McGuire a un style qui allie une grande brutalité avec une magnifique poésie qui donne quelque chose de totalement inédit et de très très fort. Vous l'aurez compris, prenez vos harpons, il est temps de partir à la pêche. Mon deuxième coup de cœur, un roman magnifique, Avant que les ombres s'effacent, de Louis-Philippe d'Alembert aux éditions Sabine Vespizer. La famille Schwarzberg est installée en Pologne. Nous sommes au début du XXe siècle. C'est une famille absolument adorable. Autant vous dire qu'en 2-3 pages, on va tomber totalement amoureux de toute la smala, les grands-parents, l'oncle, la tante, les parents. Vous imaginez bien une famille polonaise, juive, début du siècle, les événements arrivent et vont frapper durement cette famille. Mais ce qui va profondément changer le destin de ces gens, c'est la rencontre avec Haïti et plus particulièrement la communauté haïtienne. Car le fond du livre, c'est l'implication bien réelle et très méconnue de Haïti dans l'aide notamment aux réfugiés pendant la Seconde Guerre mondiale. Le livre commence d'ailleurs par la très véridique et très loufoque déclaration de guerre d'Haïti à l'Allemagne nazie et la promesse d'aller noyer le ciel de Berlin sous les bombardiers haïtiens. Ils ont 4 avions, on n'est même pas sûr qu'ils seront capables d'aller jusque Saint-Domingue. Le ton est donné. C'est un livre extrêmement drôle, extrêmement poétique, jubilatoire, à découvrir de toute urgence. Pour terminer,
l'époustouflant roman de Carson McCullers, Reflet dans un œil d'or, aux éditions Stock. Nous nous retrouvons dans une garnison américaine, un fort, au début du XXe siècle. Dans ce fort va se dérouler un drame. Vous n'avez aucune surprise à attendre de ce côté-là. L'auteur l'annonce à la première page. Ce drame va impliquer 2 officiers, leurs femmes respectives, un soldat, un Philippin et un cheval. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est un livre qui a bouleversé ma vision de l'être humain, des rapports amoureux. C'est un livre qui vous dérange, qui vous remue. Vous n'avez jamais lu un livre comme celui-ci, et pourtant, il n'y a pas d'histoire insensée. C'est juste un adultère. Mais quel talent! Lisez Carson McCullers, c'est le classique de vos vacances. Étonnez-moi, Stanislas, c'est incroyable. Il est formidable. Oui, formidable. génial. Et alors, il sait nous amener, il a choisi des catégories, j'allais dire, de livres pour les goûts différents. Pour courir un panel un peu large. Pour l'histoire Avant que les ondes s'effacent, d'Haïti, ouais. Mais tout est bon, franchement, Laurent. Franchement, oui, ça c'est merveilleux parce que le thème est sérieux, mais en même temps c'est traité. C'est la curiosité dont on parlait avec Mais oui, avec Laurence beaucoup de drôlerie. Et puis donc, Carson McCullers, alors, je le reconnais humblement, je n'avais jamais lu Carson McCullers. On célèbre cette année le 100e anniversaire de sa naissance, mais elle est décédée il y a 50 ans. Donc c'est une réédition. Donc c'est une réédition pour le centenaire de sa naissance. C'est vrai que c'est un huis clos absolument génial. La psychologie des personnages est hyper bien étudiée. Il y a plein de choses qui font scandale dans ce bouquin. Ah non, vraiment, c'est postface de Tennessee Williams, quand même, qui voyait en elle une des plus grandes écrivaines américaines. Donc, si, comme moi, vous n'avez jamais lu Carson McCullers, foncez pour cet été, vous allez vous régaler. Huis clos, intrigue, aventure, histoire. Des vacances merveilleuses. Merci beaucoup. Et en plus, il sourit. Ah oui, Télématin continue avec l'actualité des publicités étrangères. Et ce matin, Thomas Hervé nous a préparé une petite, j'allais dire petite, non, une vraie sélection 100% made in Australia. Et vous allez voir que décidément, les Australiens ne font rien, absolument rien comme les autres. Bonjour, aujourd'hui nous allons voyager de l'autre côté de notre bonne vieille planète, en Australie. Oui, avec les types qui se déplacent en hélico, à cheval, en kangourou. Non, là vous allez voir, ils ont troqué leur kangourou pour un dragon. Mais un dragon de Komodo? Non, un dragon en plastique? Non, un dragon en dragon. Et ça fait quoi comme cri de dragon? Je sais pas, c'est un lion avec un lance-flamme. Ça fait... It's not so different from having a dog or a cat, really. Or a big lizard. Yeah, you take them for walks. Scotty, Fat Boy! Fat Dragon! Scotty! Feed them. Hi, goats. Don't get too attached. Clean up after them. Stand back, girls. They scratch at the back door when they want to get let in. Leaves gifts for you when you come home from work. Okay. Yeah, and like any pet, he hates the vet. Come on, Scotty, up you get. Come on. He doesn't like the postman much either. Can be a bit of a handful sometimes, but they're all just, pet things. It's time for his walk. Can you take him? No. Changement de décor, direction le supermarché. Les supermarchés en Australie, ils ont la taille d'un stade. Que se passe-t-il? Lorsque vous cherchez un produit spécifique, qui est bien inscrit sur votre liste spécifique, et que vous ne le ramenez pas, que si vous le ramenez pas, vous allez entendre chanter Ramona. Eh bien, évidemment... Dad, I want to look at these. Tomato and basil, crushed tomato and basil. Diced tomato and basil. Crushed tomato and fresh basil. Whole tomato and basil. Italian tomato and basil. Basil tomato and basil. Puree tomato. Dad! Whoa! Where have you been? Don't waste your life in the sauce aisle. Unlike other supermarkets, Eli only stocks the best, so you save time and money. That's good different. Pour terminer, nous vous proposons une petite chorégraphie de Derrière les fagots. Avec cette particularité, c'est une chorégraphie destinée aux chiens. Aux chiens, tous les chiens. Non, pour les bergers australiens. Et attention, le plus bête des deux n'est pas forcément celui auquel vous pensez.
Voilà, c'est terminé pour cette semaine. Pour ceux qui se demandent, la petite danse de la fin est appelée twerk. Elle consiste tout simplement à se mettre de dos, à relever là délicatement le popotin et là... Bon, là je la fais pas parce que je me suis froissé la fesse à la répète. Pitié de chien. Être curieuse. Tiens, on reste dans la rubrique psycho. Oui, c'est un bon exemple, la curiosité d'Olivia qui va chercher sur le web. Ça veut dire que d'abord, c'est bien d'être curieux, et puis que ça va nous la faire durer. C'est utile, la Mais curiosité est utile à l'être humain déjà, et c'est une arme anti-vieillissement extrêmement efficace. Et c'est d'ailleurs ce que nous explique la clinicienne, la psychologue clinicienne Flavia Manocci, qui vient de publier Les pouvoirs de la curiosité, puisque c'est un énorme pouvoir la curiosité, et il n'y a qu'à voir le regard de certaines personnes âgées pour comprendre que certaines savent mieux vieillir que d'autres. Regardez une photo, je vous le donne en mille, Jean d'Ormesson. Quand vous voyez cet homme-là, moi il me fascine, regardez son regard perçant, c'est un aigle, c'est un enfant aussi. Il a des regards intelligents, perspicaces, émerveillés. La curiosité est une arme anti-vieillissement car elle nous pousse à découvrir, à apprendre et à sortir surtout de nos a priori. Elle nous pousse aussi à nous adapter, la curiosité. Voilà. Elle nous pousse à progresser et à ne pas se refermer sur soi, à rester ouvert. Et quand on a tendance à vieillir, on peut peut-être se refermer, tant sur les déplacements que sur les pôles d'intérêt. On voit moins de gens, on se replie un peu sur soi. Donc la curiosité, c'est vraiment l'arme qui nous permet de garder le lien social et rester connecté aux autres. Elle nous apprend tout au long de ce livre que l'on peut cultiver la curiosité. Il y a des gens qui ne sont pas très curieux de nature. Eh bien, ça s'apprend, ça s'aiguise. Il y a une acuité de la curiosité. Pourquoi ? Parce que c'est une qualité qui est innée. Et pourquoi c'est inné ? Parce que c'est notre survie qui dépend de ça. Reportage. Nous sommes en fait préprogrammés pour être curieux. La curiosité est une vertu innée. Pourquoi ? Parce que nous avons un bagage de fonctions cognitives comme le langage, la capacité d'abstraction, le raisonnement, qui a besoin de notre environnement pour se développer. Donc la curiosité est une vertu qui nous porte à aller vers l'environnement et donc à développer pleinement notre bagage inné au niveau cognitif. Comment peut-on éveiller sa curiosité ? Alors, de différentes façons, on peut rajouter dans notre quotidien des choses qui nous font plaisir. Regarder notre quotidien avec des yeux nouveaux, notamment en aiguisant nos sens. Donc, en stimulant vraiment le contact sensoriel avec ce que nous faisons. Deuxièmement, par exemple, tout simplement, quand on marche dans la rue, faire attention aux petits bonheurs qui sont là. Un rayon de soleil, une personne qui peut nous sourire, un sourire que nous faisons à une personne. Donc des choses très très simples, mais qui nous donnent un sentiment de reconnexion et d'ouverture vis-à-vis de notre quotidien. Nous pouvons nous reconnecter à nos sensations, nos émotions, nos pensées en prenant un moment de la journée, par exemple en utilisant des techniques de méditation pour éprouver de la curiosité vis-à-vis de nous-mêmes. Bon, Laurent, ça se travaille quand même, la curiosité, Oui, ça non peut se travailler en faisant... C'est-à-dire comme un sport ? Oui, c'est un muscle. De toute façon, la curiosité, c'est un muscle en faisant rigolo, de ça. chaque moment de la vie pratique, de la vie quotidienne, un moment actif d'observation. Observer notre environnement, les petits détails du quotidien, les détails qui peuvent paraître anodins. Écouter plus attentivement les gens qui nous parlent et ne pas faire semblant de les écouter, c'est-à-dire être dans ce qu'on appelle Prends ça, tiens. être dans ce qu'on Message appelle personnel. l'écoute active. Ouais. L'intérêt de la curiosité, c'est aussi de sortir de nos vieilles habitudes mentales et d'être créatif en innovant. Même dans nos vies quotidiennes, il faut innover. Dans notre rapport à la maison, les enfants, le couple, le boulot, les copains, tout ce travail. La curiosité est un état d'esprit, c'est une démarche, c'est une volonté, justement pour bien vieillir et puis pour être peut-être plus intelligent, et ça peut aider aussi.
Et je change mes habitudes. Aujourd'hui, je vais rouler à gauche. Aujourd'hui, je vais être intelligent, je vais être curieux. Allez, soyons fous. Merci.